Bienvenue Florian Philippot, vous êtes porte-parole du Front National, vous avez dirigé la campagne de Marine Le Pen à la présidentielle et vous avez été un des porte-parole pour les législatives. Vous étiez vous-même candidat en Moselle, vous étiez opposé dans un duel à un candidat socialiste, vous avez perdu avec 46,3% des voix. 20 points de plus qu'au premier tour, vous aviez devancé l'UMP. Il y avait un autre candidat d'extrême droite qui a fait 4% des voix, mais sinon 16% de voix qui viennent d'où entre les deux tours? Écoutez, il y avait effectivement une progression de 20 points, donc je pense que j'ai récupéré les 4 points du dissident. Et pour le reste, pas mal d'électeurs, je pense, de l'UMP qui se sont rendus compte que, eh bien, ma foi, il y avait une distorsion entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pensaient, et puis ce qu'avait fait l'UMP au pouvoir. Ils voulaient moins de laxisme, ils ont eu la suppression de 3000 postes de policiers et de gendarmes par an. Ils voulaient moins d'immigration, ils ont eu encore plus d'immigration que sous Jospin. Ils voulaient la souveraineté nationale, ils ont eu l'Europe fédérale. Voilà, donc logiquement, ces gens-là n'hésitent plus à voter pour nous et même de plus en plus font un vote d'adhésion. Et puis je pense qu'il y a eu des électeurs qui étaient abstentionnistes, qui avaient voté pour Marine au premier tour de la présidentielle et qui sont venus soutenir ma candidature. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Ça veut dire que la stratégie du Front National de jouer la base de l'électorat contre l'appareil UMP, c'est une stratégie que vous allez poursuivre ? Ça n'est pas une stratégie parce que c'est la réalité. Il y a une grande différence. Ça me fait penser un peu à la CGT. Vous avez des apparatchiks qui boivent des coupes de champagne avec les dirigeants et qui font voter oui à la Constitution européenne. Je pense à M. Thibault, qui avait voté oui. Et puis la base qui avait dit non à 85%. Et bien là, c'est pareil à l'UMP. Vous avez une base qui gronde, qui en a marre, qui veut que ça change, qui est patriote, qui est attachée à son pays. Et puis vous avez des Nathalie Kosciusko-Morizet, ou bien des enfumeurs en chef comme Nadine Morano qui découvrent subitement 2 semaines avant l'élection qu'elle partage des valeurs avec le Front National. Évidemment. Ça vous avait surpris, ça, ce qu'elle avait répondu à celui qu'elle pensait être Louis Alliot et qui était un imitateur ? Déjà, sa voix ne ressemblait pas du tout, donc c'était surprenant. Ça, c'est l'anecdote. Mais pour le reste, c'est paru comme très insincère. Parce que Nadine Morano a fait partie de ces personnalités de l'UMP qui ont tapé fort pendant des années sur le Front National, sur ses électeurs, sur Marine Le Pen, encore pendant la présidentielle. Et se découvrir des valeurs communes, soi-disant 2 semaines avant, c'est paru comme électoraliste, insincère et hypocrite. Et donc ça a été sanctionné. Tous les enfumeurs en chef, d'une manière générale, ont été sanctionnés. Monsieur Guéant, la droite populaire, Madame Morano, parce que c'est paru comme insincère. Oui, mais enfin, ce sont tous ceux qui sont les plus proches de vous, qui sont le plus prompts à établir peut-être des passerelles avec votre électorat, en tout cas. En réalité, ça n'est pas le fond de leur discours qui a été sanctionné. C'est le côté, comme je le disais, ça a été perçu comme hypocrite et électoraliste. Voilà. Parce que M. Guéant ou la droite populaire soient proches de nous, non. En réalité, ils sont parfois proches de nous sur certains thèmes, et encore pas tous, quelques jours ou quelques semaines avant les élections. Donné quand même le brevet de membre d'honneur du Front National, c'était pas à quelques semaines des élections à Claude Guéant. À Claude Guéant, mais c'était avec beaucoup d'ironie, parce qu'effectivement, il a eu des propos régulièrement qui pouvaient laisser croire que... Mais dans les faits, il était ministre de l'Intérieur, et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a poursuivi cette politique de saccage des commissariats, des gendarmeries. Il a poursuivi cette politique finalement laxiste et d'immigration plus forte que jamais. Quand même, 200 000 entrées légales par an sous Nicolas Sarkozy, c'était le record de la Ve République. Je pense qu'il sera une nouvelle fois dépassé maintenant par François Hollande. Mais on avait quand même un record sous une présidence UMP. Alors sinon, vous avez aussi adopté la stratégie des listes noires. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu bizarre de faire comme ça, d'ostratiser certains candidats en les dénonçant à la vindicte populaire? Ce n'était pas une liste noire, ça c'était le terme de la presse. Oui, mais enfin, ça y ressemblait quand même beaucoup. Non, c'était des personnes, effectivement, dont on aurait préféré qu'elles ne rentrent pas à l'Assemblée nationale. Ça a marché d'ailleurs pour 4 personnes sur 8. C'est pas mal comme taux. Donc ça c'est supérieur a raté au taux pour 4 autres. Moyen. Ça a raté pour 4. Notamment pour Nathalie Kosciusko-Morizet, oui, qui alors était là, la je regrette qu'elle ait sauvé de peu son siège, puisqu'elle a fait, je crois, 51, quelque chose % des voix. Je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet n'apporte pas grand-chose, très honnêtement, au débat républicain, au débat démocratique. Et elle a eu, encore une fois, des mots inacceptables pour des millions d'électeurs, les ostracisant, elle, pour le coup, les mettant en dehors du champ de la République, alors que ces gens-là devraient se poser la question de leur appartenance au cercle républicain. Quand je vois le ministre Vidaliès, ministre des Relations avec le Parlement, qui nous dit, ministre de François Hollande, que même si Marine Le Pen a un groupe ou a quelques élus à l'Assemblée nationale, elle ne pourra pas être reçue par le chef de l'État, par le président de la République. Pour l'instant, parce qu'ils sont que. Elle n'a pas de groupe. Il a dit même s'il y a des élus à l'Assemblée nationale, elle ne peut pas être reçue. Il sort là, M. Vidaliès, du champ républicain. Il est totalement inacceptable d'entendre ce genre de propos de la part d'un ministre de la République. Pourquoi Marine Le Pen ne serait pas reçue par le chef de l'État, alors qu'elle a fait 6,5 millions de voix, alors qu'elle est
président d'un parti légal, d'un parti qui prône sur tous les sujets des thèses républicaines, et sûrement plus républicaines d'ailleurs que l'UMP et le PS, parce que nous, on est contre le communautarisme, par exemple. On est pour la laïcité, eh bien je trouve ces propos scandaleux. Alors la République, justement, est-ce que l'abandon du Front républicain par l'UMP est pour vous une première victoire avec cette stratégie qu'a adoptée l'UMP du ni Front National, ni PS, mais abandon du Front républicain qui était jusque-là la doctrine à l'UMP? Écoutez, ce Front républicain, il n'était plus... il était absurde. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Front républicain, des gens qui nous donnent des leçons de morale? Ça veut dire tout sauf Front National. Oui, d'accord, mais pourquoi Front républicain? Le Front républicain, c'est nous. C'est nous qui, quand il y a un référendum, quand il y a un référendum, par exemple, sur la Constitution européenne, et que les Français disent non majoritairement, et qu'on fait passer le oui par le Parlement, UMP et PS réunis et leurs partis satellites, ça, c'est pas républicain, ça, c'est certain. Mais dans le nom, c'est même pas conforme au principe de la Constitution. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, ces gens-là n'ont pas de leçons à nous donner. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Quand on a fait prospérer comme ça le communautarisme, la division de la société française, quand on valide toutes les entorses à la laïcité, quand on valide le principe de transfert de la souveraineté du peuple, de la nation, à des autorités non élues ou à des banques, on n'est plus véritablement conforme aux principes républicains. Mais la question, c'est est-ce que c'est pour vous une première victoire? C'était un mieux, bien évidemment. C'est un mieux que l'UMP se rende compte que son électorat n'est plus du tout en phase avec ce qu'il dit traditionnellement. Donc c'était un mieux. Maintenant, je vois la tentation chez certains de l'UMP, M. Le Maire, Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon et d'autres, de rejoindre le discours du Parti socialiste en disant attention, il y a la peste en face de nous. Mais ça n'est plus crédible. Parce que quand vous avez eu un président de la République, M. Sarkozy, qui a dit pendant des années et des années le Front National, il fait partie de la République, il n'y a aucun problème, etc., etc., tout ça n'est plus crédible. Et ce seront des arguments de campagne qui seront balayés comme tels. Mais est-ce qu'Alain Juppé n'a pas raison de dire que l'objectif du Front National, c'est quand même de détruire l'UMP et de lui manger la laine sur le dos? Non, notre objectif, c'est d'arriver au pouvoir pour appliquer nos idées. Pour Donc appliquer des idées. Ça passe par la disparition de l'UMP, enfin, ou mais par, non, en tout cas, la on veut division. battre l'UMP et on veut battre le Parti socialiste, bien évidemment. On est dans un jeu politique. On veut être premier, on veut être devant. Oui, c'est vrai, on veut prendre leur place. Ça, c'est certain. On ne va pas s'en cacher. Mais pour appliquer nos idées. Alors, pour appliquer des idées de patriotisme économique et social que personne ne défend, par exemple dans le champ politique français, ou l'idée de souveraineté nationale. Première question d'internaute que je vous demande de lire, elle s'affiche devant vous, Florian Philippot. Alors, êtes-vous pour un rapprochement UMP-PS, mais sur de nouvelles bases? Un rapprochement UMP-PS. Bien, écoutez, non, un rapprochement UMP-Front National. Il y a écrit UMP-PS. Excusez-moi, mais la question, c'est UMP-Front National. Alors, si c'est UMP-PS, il est fait. Dans les faits, c'est l'UMP-PS. UMP-Front National, il y a une Alors, UMP-FN, non, il ne pourra pas y avoir de rapprochement UMP-FN parce que ce sont des politiques radicalement différentes, c'est évident. Ils vont là soutenir un nouveau chèque de 22 milliards d'euros à l'Espagne. Ils vont transférer par un nouveau traité européen en accord avec le PS, d'où la validité de cette question finalement, notre souveraineté, tout ce qui nous reste encore un petit peu de souveraineté budgétaire. Ils sont, je l'ai dit, pour le laxisme. Il n'y a aucun accord possible. Maintenant, sur le terrain, il est évident qu'une grande partie de l'électorat UMP, mais aussi d'ailleurs des patriotes de gauche, parce qu'on en voit beaucoup sur le terrain des patriotes de gauche qui viennent dans le Rassemblement Bleu Marine, eh bien, il est évident qu'on leur tend toujours la main. Beaucoup d'entre eux ont déjà pris cette main pendant la campagne présidentielle et la campagne des législatives. Eh bien, je les invite maintenant à nous rejoindre parce qu'ils n'ont plus rien à attendre de ces vieux mastodontes de la vie politique française, que ce soit l'UMP ou le Parti socialiste. Alors, c'était un peu votre itinéraire personnel, puisque vous-même, vous étiez aux côtés de Jean-Pierre Chevènement en 2002 pour sa campagne présidentielle. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de passer de l'autre côté ? Pour moi, il n'y a pas d'autre côté parce que je ne crois plus au clivage gauche-droite pour expliquer la vie politique française. Je pense que le clivage, il est entre ceux qui croient en la France, ceux qui croient en la nation, et ceux qui n'y croient plus. Ceux qui pensent que tout va aller au-dessus, qu'il faut la mondialisation débridée, qu'il faut l'Europe supranationale, l'Europe fédérale, etc. Jean-Pierre Chevènement, il a défendu les principes républicains. Voilà, il a défendu les principes républicains. Marine Le Pen le fait aujourd'hui avec beaucoup plus d'efficacité, et je pense que ce transfert, ce parcours naturel, il a d'ailleurs été fait par beaucoup de monde. Nous avons un ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement chez nous, oui. Monsieur Dutheil de la Rochère. Nous avons pas mal de compagnons de route du souverainisme de droite ou républicain. Pas du tout les mêmes, notamment. Alors, c'est vrai sur l'Europe, ça c'est les mêmes positions. Hein, oui, mais il affichait aussi un principe de fermeté. Mais sur l'immigration, c'est pas du tout la même chose, parce que. Jean-Pierre Chevènement n'a jamais été pour la régularisation massive. C'est pas la gauche. Enfin, il a quand même participé au gouvernement de gauche qui. Oui, mais après, si vous voulez, j'ai mûri et j'ai vu aussi quels étaient mes points de divergence. Je vous le cache pas, sinon je serais toujours avec lui. Oui. J'aurais pas beaucoup d'avenir, mais je serais toujours avec lui. Maintenant, j'ai été déçu surtout par son ralliement immédiat après 2002 au PS, qui n'était pas conforme à la ligne
courageuse et intelligente qu'il avait développée pendant sa campagne présidentielle, qui était de dire le vrai clivage, il n'est plus entre la gauche et la droite, mais tout cela est balayé par le souci de la France. C'est ce que je pense, moi, en tant que gaulliste. Vous voyez, je suis gaulliste. Mais vous mettez plutôt en avant. Je pense que c'est Marine Le Pen aujourd'hui qui incarne ce camp patriote, bien évidemment, et avec une efficacité bien supérieure à celle de Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Mais vous mettez toujours en avant plutôt les thèmes européens dans vos interventions, plutôt que la lutte contre l'immigration, thème traditionnel de l'extrême droite ou du Front National. Je parle de tout, mais il est certain que je veux expliquer quelque chose de très important, c'est que sans souveraineté nationale, on ne peut rien faire. Si on n'a pas les manettes, on ne peut rien faire, même sur le thème de l'immigration et de l'insécurité. Parce que même sur le thème de l'immigration, nos téléspectateurs doivent savoir que nous ne contrôlons plus grand-chose. Parce qu'on a transféré le contrôle de nos frontières, parce qu'il y a Schengen, ce qui fait qu'il n'y a plus de frontières intérieures au sein de l'Europe, et que les frontières extérieures, en réalité, n'existent pas vraiment. Donc même sur ces sujets-là, il faut que le peuple français retrouve sa liberté, sa souveraineté. C'est ça que j'explique, bien évidemment. Et j'explique qu'on a transféré tout ça à des instances supranationales, l'OMC, le FMI et surtout l'Union européenne, et qu'il faut retrouver le pouvoir, ce qui ne veut pas dire l'isolement, ce qui veut dire la coopération libre entre les nations. Alors vous êtes un énarque, ce qui parfois est mal vécu au sein de militants du Front National. Voilà, ce qui vous est, j'imagine, reproché même souvent. Est-ce que vous avez été surpris par certaines attitudes de militants du Front National quand vous êtes arrivé? Non, parce que le côté, j'ai fait HEC même avant, un double crime, mais j'ai fait HEC puis l'ENA. Voilà, je suis un produit de la méritocratie républicaine. Vous savez, moi je viens du nord de la France, mes parents instituteurs dans l'école publique. Je suis fier de mon parcours. J'ai pris le meilleur de cette formation, l'excellence, et j'ai gardé le plus mauvais, c'est-à-dire le formatage idéologique. Voilà, je ne suis un esprit libre. Il y a des centaines d'énarques à l'UMP et au PS, mais eux, ils pensent tous la même chose. Et ils pensent qu'on leur a appris de penser. C'est pas mon cas. Pensaient certains militants du Front National à la base? Les militants m'apprécient beaucoup et sont non, même. Mais ce qu'eux pensaient, pas sur vous, hein, mais de façon générale, certaines idées qui peuvent apparaître un peu extrémistes quand on arrive de l'extérieur. Écoutez, moi, c'est pas ce que je vois. Moi, quand je fais des réunions publiques, quand j'assiste à des meetings ou je tiens moi-même des réunions publiques, je vois des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui nous disent leur amour de la France et leurs préoccupations. Je vois des gens qui sont dans la difficulté souvent, qui sont dans la classe moyenne en déclassement et qui veulent que ça change. Je vois des Français parmi d'autres, vous savez. Et je vois des Français ou des Français qui ont des origines étrangères, etc. Si on vient voir la réunion publique du Front National, on voit que ça ne correspond pas du tout aux clichés véhiculés par nos adversaires. Alors, deuxième et dernière question d'internaute. J'espère qu'elle s'affiche sans erreur cette fois devant vous. Alors, on a beaucoup parlé de dédiabolisation du FN. Pas d'erreur. Voilà. Est-ce que le FN a réellement changé? En tout cas, la dédiabolisation est achevée dans le peuple. Ça, je vous le confirme. Tous les candidats aux législatives peuvent vous le confirmer. Il n'y a plus qu'une petite élite, une petite caste qui essaie de se maintenir au pouvoir et donc qui essaie de maintenir à tout prix cette diabolisation régulièrement, de manière récurrente. Élus à l'Assemblée nationale. C'est les BHL, c'est tous ces gens-là. La dédiabolisation, elle va aussi passer à l'Assemblée nationale par les deux élus. La preuve, c'est que maintenant nous rentrons à l'Assemblée nationale. On arrive même à briser un mode de scrutin qui est quand même tout sauf démocratique. Hein. C'est pour ça qu'on veut aussi la proportionnelle intégrale. Les seuls pays en Europe où il n'y a pas de proportionnelle, c'est la France et l'Angleterre. Tout le reste, il y en a. Donc il serait temps de changer pour aller vers plus de démocratie. Maintenant, le Front National a-t-il changé? Je crois que les gens qui ont vu arriver Marine Le Pen à la tête du Front National ont vu qu'elle imprimait sa marque. Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a d'éminentes qualités, il a fondé un mouvement, il a une expérience aujourd'hui qui est très importante, mais il est évident que Marine Le Pen n'a pas la même personnalité, et puis a permis aussi un travail de mise en cohérence de tout le projet politique que nous portons. Aujourd'hui, on nous entend sur tout. On nous entend évidemment sur les questions régaliennes, sécurité, immigration, justice, c'est essentiel, mais on nous entend aussi sur l'économie. Qui a dit que la crise était terminée? Certainement pas nous. Nous, on a fait un bon diagnostic depuis le départ. On a même dit que tel ou tel pays allait tomber comme des dominos et que la France était menacée par la crise de l'euro. Qui parle d'école, du relèvement des exigences de l'école républicaine? C'est nous. Qui parle même de l'environnement? C'est pas très relayé quand on en parle, mais on en parle parce qu'on dit que le libre-échange, aller fabriquer à 10 000 km ce qui est produit et consommé, ce qui est plutôt consommé ici, puis recyclé 10 000 km plus loin, ça n'est pas conforme à l'écologie. On le dit et personne d'autre ne le dit. Alors juste, je parlais des deux députés pour terminer. Vous regrettez que Gilbert Collard n'adhère pas au Front National? Écoutez, c'est son libre choix.
Il Oui, incarne... mais est-ce que vous le regrettez? Ça, ce sont les beaux choix, c'est sûr. Non, je ne regrette pas, parce que moi, je pense que chacun est vraiment libre. En plus, il y a une structure qui s'appelle le Rassemblement Bleu Marine. Il est dans cette logique de rassemblement. Gilbert était président du comité de soutien. Il a fait un choix courageux en venant à nous, alors qu'il avait déjà sa carrière, sa notoriété, il avait besoin de rien. Eh bien, moi, je suis très heureux de son élection. S'il veut nous rejoindre un jour au Front National, il sera évidemment le bienvenu, il aura toute sa place. Aujourd'hui, il a sa place dans cette dynamique de rassemblement de tous les patriotes, et c'est très heureux ainsi. Merci beaucoup, Florian Philippot. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site tf1news.fr. On se retrouve la semaine prochaine.